Bonjour à tous, bienvenue sur 4 sur table, votre programme où on parle sans langue de bois. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui voulait parler depuis. Il est souvent derrière la caméra, il est souvent à la production. C'est Jérémy, tu vois. Jérémy, bonjour. Salut Judicaël, salut à toute la team et salut Upper. Ça va? Ça va, franchement. Ok. À ma droite, un Gabonais, aussi pertinent parce que c'est Jérémy qui m'a beaucoup parlé de Peter, parce que Jérémy il a tendance à aller un peu sur les réseaux, regarder les interventions pertinentes parce que lui, on aime aussi les interventions pertinentes. Voilà, des choses où les gens partent parler des habits, ça c'est votre droit. Mais de temps en temps quand même, c'est important, surtout pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est la justice gabonaise, d'avoir des personnes pertinentes. Et Jérémy et moi, nous sommes des non-initiés au droit, mais nous sommes des citoyens gabonais. Donc, on pense avoir des choses à dire, mais pour éviter d'être comme certaines personnes où tu parles des choses que tu ne maîtrises pas, tu vas dans tous les sens, même quand on te conseille. On a fait appel à Peter. Peter, bonjour. Bonjour. Bon, je sais, il est humble, hein, mais je tiens quand même à rappeler que c'est un avocat inscrit au barreau de Valence, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Et je précise, je suis avocat, mais je ne suis pas spécialiste de la justice. Donc, ne vous attendez pas à avoir des fulgurances qui sortent de ma bouche. Okay. Mais je vais intervenir en tant qu'avocat. C'est quand même une bonne précision. Hein, quand même. Il est avocat, mais pas spécialiste de la justice. Parce que souvent, je pense qu'on doit confondre les choses. Ouais. Je pense que quand on est avocat, on connaît toute la justice. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on va parler de justice gabonaise. Justice gabonaise, pourquoi? Parce que je pense que dans le processus de transition, il y a quelque chose de très très important. En fait, je pense que la justice dépend, en fait, de tout dépend un peu la justice. Et ces derniers temps, malheureusement, la justice gabonaise ne se liste pas dans un côté très très positif. Voilà pourquoi pour aujourd'hui, on va en discuter. Déjà, faire un petit état des lieux. Jérémy, toi, la justice gabonaise, si on devait te demander de faire vraiment une observation globale, concise de la justice gabonaise aujourd'hui. Alors, merci déjà pour la parole. C'est vrai que je ne la prends pas beaucoup de manière audiovisuelle, même si je sais que j'écris beaucoup. Premièrement, moi je veux vous dire, nous sommes en 2025, nous sommes au Gabon, dans un pays démocratique, une république, et je ne me sens pas en sécurité. Vous comprenez? Moi, j'étais au Gabon, j'ai été en France, j'ai fait mes études là-bas, j'ai été au Burkina Faso, j'ai été au Sénégal, j'ai été au Bénin, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai été dans beaucoup de pays d'Afrique, Espagne, quelques pays d'Europe, et en 2025, je ne me sens pas en sécurité. Je vais vous dire pourquoi je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité parce que je pense que la loi, c'est l'une des choses qui est au-dessus de tout homme et qui est censée nous protéger. Et il me semble qu'après une trentaine d'années au Gabon, je ne me suis jamais senti protégé parce que des personnes qui sont censées appliquer la loi, c'est-à-dire donc la faire régner, qui lui donne toute sa validité, sa légitimité, sont souvent des personnes donc en autorité, mais sont pour moi les mêmes personnes qui sont le plus capables et qui font le plus de contournement autour de la loi. Donc les personnes qui sont censées l'appliquer et la mettre en exécution, lui donner toute sa valeur, ce sont les personnes qui la contournent, qui la subordinent, qui la dépassent. Et donc je trouve que je ne me sens pas protégé en tant que citoyen de savoir qu'on a écrit des jolis textes, on a une super loi, on a de superbes choses, et tout le monde dit que la loi, c'est le texte qui est le mieux écrit au Gabon, mais le nombre de personnes incalculables qui ne respectent pas ces mêmes lois-là, ça fait que je me dis, mais si demain, quelqu'un ne respecte pas la loi envers moi, citoyen gabonais, mais je ne peux même pas me saisir de la loi comme arbitre entre nous deux. Tu comprends? C'est pour ça que je dis que je ne me sens même pas en sécurité. Aujourd'hui, je suis un citoyen adulte. Dans ma société, je trouve vraiment aberrant qu'en 2025, dans une république, dans une démocratie, la loi ne soit pas au-dessus de tout et de tous. Peter.
Alors, C'est ça que toi, tu vas pas faire l'émotion comme nous. Parce que nous, voilà. Nous, on met les organes. alors pour poursuivre dans le même sens que Jérémy, après moi, je ne partage pas nécessairement le même sentiment d'insécurité. Il faut dire que moi, je rentre de 16 ans en France. Du coup, la justice gabonaise, je la vois un peu à distance. Je l'ai vue jusqu'ici un peu à distance. Je l'ai vécu un peu à distance. Après, il faut faire un distinguo entre la justice et la loi. C'est deux choses totalement différentes. D'accord? Le système judiciaire, on va pas refaire système judiciaire, système truc, etc. Mais c'est deux choses tout à fait différentes. Et pour ne parler que du système judiciaire, comme je l'ai dit, moi, ça fait 2 mois que je suis rentré. Après, bien évidemment, il y a les réseaux sociaux, etc. Et à travers les réseaux sociaux, je n'ai pas personnellement, moi, vécu des choses, mais en tout cas, à travers ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, on a une justice, en tout cas un système judiciaire qui devrait nous interroger. Dans le traitement des affaires, dans le traitement des procédures, etc. Il y a pas mal de cris qui sont lancés par les populations sur ce système judiciaire-là. Des vices de procédure, etc., des interpellations arbitraires, tout ça, on en a vent. Alors, moi, je souhaitais en tout cas que lorsqu'il y a eu le coup d'État, qu'il y ait une véritable... la libération, on va te dire que tu es un opposant. Non, c'est pas une opposition, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Lorsqu'on a un renversement par une armée d'un pouvoir établi, on appelle ça coup d'État. Après maintenant, il faudrait qu'ils assument que leur coup d'État n'en était pas vraiment un. Mais ça, c'est un autre sujet. Vraiment un. J'ai fait vraiment un, mais non. On n'était pas vraiment un. Voilà. Moi, je pensais effectivement que lorsqu'on a eu cet événement qui est majeur, important pour notre pays, qu'il y aurait eu une réforme totale du système judiciaire. Parce que pour moi, le pouvoir judiciaire est censé être le garant des libertés dans un pays. Sauf que on n'a pas eu ça. On n'a absolument pas eu ça. Le système est resté le même, avec quasiment les mêmes prisonniers politiques, etc. Moi, j'aurais pensé, par exemple, que pendant plusieurs années, pendant des décennies, etc., on s'est plaint. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes de comment la justice était rendue au Gabon. Il y a plusieurs familles qui se sont plaintes que voilà, nos enfants ont été enfermés sans nécessairement avoir fait l'objet d'un procès équitable, etc. Il y a eu tellement de situations. Moi, j'aurais par exemple imaginé me dire que voilà, on est censé aller dans une nouvelle ère, dans une restauration des institutions. Pourquoi ne pas mettre en place une nouvelle justice ou même une justice transitionnelle qui aurait permis de revoir tous ces dossiers-là, tous ces dossiers de personnes qui ont été injustement enfermées. Et il y en a. D'accord? Donc voilà, moi c'est ce regard-là que je porte sur la justice. Pas de sentiment d'insécurité personnellement, mais en termes de fonctionnement d'un système qui est censé garantir la liberté dans un pays, il y a tellement de choses à dire. Ok, d'accord. Je pense que ton observation est plutôt fondée et comme tu as dit, ça fait pas longtemps que tu es revenu au pays, donc tu as le temps. Donc dans ça, il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est le concept d'abus de pouvoir. D'accord? Dans l'abus de pouvoir, on va prendre l'un des derniers faits en date. Il y a des Gabonais qui ont été arrêtés parce que, semblerait-il, ils auraient dépassé, ils étaient dehors après l'heure du couvre-feu. Et au réveil, ce que nous on découvre, parce que quand on les arrête la nuit, on n'est pas au courant. Le matin, moi perso, en prenant mon téléphone, je vois des vidéos, des trucs, des liens comme on voit, où il y a des compatriotes qui sont rasés. Pour certains blessés à la tête. Après rasage. Et de ce qui revient, ils auraient été arrêtés tard la nuit parce que, à l'heure du coup-feu, il semblerait que si on t'arrête, apparemment que les choses avaient changé. Parce que ce qui avait été dit, c'était que si au-delà des heures du coup-feu, tu es arrêté à un checkpoint, parce que je précise aussi que même lorsqu'on était dehors aux heures de couvre-feu, c'est au checkpoint. On te demandait de t'asseoir quelque part ou de te mettre dans un camion d'attendre jusqu'au matin. Jusqu'au matin et ensuite tu rentrais chez toi. Mais non, apparemment les choses avaient changé. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu de communiqué. En tout cas, moi, je n'ai pas bien communiqué. Je ne sais pas pour vous. Moi, je n'ai pas bien communiqué. Donc, ils ont été attrapés, ensuite conduits au Gros Bouquet, donc à la gendarmerie du Gros Bouquet. Et là, ont été rasés. Pour certains, pour d'autres aussi,
de ce qui revient, hein, c'est les commentaires, c'est pas moi, avec la même gilet, tout le même bicrage. Est-ce que, d'abord, ce traitement-là rentre dans le cadre d'abus de pouvoir et qu'est-ce qui pourrait justifier, pas expliquer, parce que rien n'explique ça, qu'est-ce qui pourrait justifier que les compatriotes au motif qu'ils soient dehors à l'heure du coup-feu soient rasés, en fait, soient humiliés, quand on sait que dans la nouvelle constitution, il y a un article qui revient, qui parle de ça, qui dit clairement que nul n'a le droit d'être humilié, violenté, et j'en passe. Là, concrètement, est-ce que la justice, ou le droit, ou la loi, parce que nous qui sommes des profanes, on ne sait plus comment il faut situer cet élément, les gars nous embrouillent, il y a un motif de justification à ce type de comportement. Est-ce que ceux qui ont subi cela n'ont pas le droit de porter plainte, par exemple? Moi, si c'était moi, je pouvais dire comme j'ai été violenté, j'ai été humilié. En tant que juriste, peut-être que tu peux prendre la part des autres, je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est que, est-ce que d'abord ça rentre dans le cadre d'abus de pouvoir? Alors, clairement, ça rentre dans le cadre des abus de pouvoir. Un abus de pouvoir, en fait, c'est l'utilisation excessive de notre pouvoir en fonction de je sais pas quoi, de notre titre, en fonction de notre travail, etc. D'accord? Et moi, j'aimerais pas développer dans ce sens, parce que les abus de pouvoir, en fait, ça va au-delà de ça. Il y a des abus de pouvoir un peu partout. Oui. D'accord? Alors, là, on est clairement dans le cadre des violences policières. Dans le cadre des violences policières, ou comme vous parlez comme l'expression d'Amnesty International de brutalité policière. D'accord? On a des policiers, et même encore, c'est même au-delà que des policiers. Au Gabon, c'est vraiment généralisé à tous les corps habillés. C'est dommage, mais c'est ça. D'accord? Bon, on parlera de violences policières. Donc, ce sont des violations qui sont commises par les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. D'accord? Alors, tu as posé la question de savoir qu'est-ce qui justifierait le fait qu'on commette sur nos compatriotes, etc. Moi, j'appelle ça des exactions. Ces inhumanités-là. Parce qu'il y a clairement la violation de la dignité humaine à travers ces actes-là. Est-ce que c'est justifié? Absolument pas. Absolument pas. Alors, on est dans un contexte d'exception. D'accord? On est dans un contexte d'exception. Soit. OK. Est-ce qu'on a un texte? Moi, je ne suis pas au courant. Peut-être parce que je viens d'arriver. Est-ce qu'on a un texte? Est-ce qu'on a un décret qui établit les règles dans ce contexte d'exception-là? Est-ce qu'il y a un décret ou n'importe quel texte qui nous dit... Il n'y a pas. Voilà. Qui nous Sinon, dit, on allait être au courant. Voilà ce qu'il faut faire pendant le couvre-feu, que si vous ne faites pas ça, vous risquez d'être rasé, par exemple. Non. Absolument pas. D'accord? On est censé être dans un état de droit, et dans un état de droit primordial à la loi. D'accord? Voilà, donc... Effectivement, nos frères qui ont été rasés ont le droit de déposer plainte. Ils ont le droit de déposer plainte. D'accord? Je ne sais pas si on a qui l'ont fait. Je n'ai pas l'impression. Parce que ici, le sentiment que j'ai, c'est qu'on normalise ce genre de situation. Parce qu'on se dit ce sont les corps habillés. Et parfois même les corps habillés nous le disent. Que tu vas faire quoi? C'est vrai. Tu vas faire quoi? Et depuis le coup d'État, c'est même pas là, c'est même plus un sentiment, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a plein de nos compatriotes qui se plaignent du fait qu'aujourd'hui, les corps habillés agissent en toute impunité parce qu'ils se disent que bon, voilà, maintenant c'est nous qui sommes là. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, c'est un peu mon commentaire sur cette question-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un impact négatif sur la confiance en la justice gabonaise? Parce que, perso, moi, c'est pas une question de confiance. En vérité, je connais mes droits. C'est-à-dire que quand je fais un truc, si je veux porter plainte, je vais aller porter plainte. Maintenant, si eux là-bas n'ont pas fait leur travail, ça encore, c'est un autre débat. Mais en vrai, je connais beaucoup de gens qui te disent qu'ils n'ont plus confiance en la justice gabonaise. Et c'est un peu fondé, en vrai, parce que quand tu vois ce qui se passe, personnellement, j'ai déjà eu des problèmes avec la justice. Bon, pas moi directement, mais des amis ou des connaissances. Ou voilà quoi. Mais en vrai, avec le recul, tu te dis que quelqu'un qui déjà de base ne connaît pas ses droits,
tombe sur des situations similaires, se dit que, peut-être qu'en fait, il faut mieux régler ses problèmes soi-même. Aller se plaindre à la justice. Et là, on a encore justement le fait de ces gens-là qui sont parfois emprisonnés, parfois arrêtés, sans aucun respect de procédure. On ne sait pas pourquoi il est en prison. Là, on va revenir vraiment sur la transition. Parce qu'on est dans la transition. Et lorsque le pouvoir a changé, on nous a dit qu'on venait restaurer les institutions, qu'on venait... C'est la priorité. Voilà, plus ou moins redonner leur dignité aux Gabonais. Et il y a quand même des choses qui m'ont interpellé, moi. C'est-à-dire que pour ce qui est de la justice, je pense qu'il faut que justice soit faite. Dans tous les sens du terme. Oui, évidemment. J'ai fait un post ce matin où j'ai dit chacun de nous doit assumer ses responsabilités. Ça veut dire que s'il y a des gens qui ont été arrêtés parce que, semblerait-il, ils auraient volé, ils auraient tué, ils auraient posé des actes répréhensibles, la loi dit qu'il faut les juger. Les derniers cas, si vous voulez, dont on parle beaucoup, parce que c'est des gens qui ont été au plus haut niveau, si je peux dire des responsabilités, sinon aussi de l'État, c'est l'épouse du président de la République et son fils. Je sais, à ce moment-là, les gens se disent non, qu'est-ce qu'ils font là? Les cas les plus proches, pour moi, sont ces deux cas-là. Pourquoi? Parce que on a deux personnes qui, dans l'ancien système, ont été tirées dessus pour le fait de ne pas avoir, selon tout le monde, ce que je connais, beaucoup que je connais, n'ont pas mis position pour ceux qui étaient des cas d'injustice. Il y a des gens qui étaient emprisonnés à cette époque-là où ils étaient au pouvoir et on a dit qu'ils n'ont jamais rien fait, que ce soit pour les conditions des prisonniers, pour les traitements, qu'ils étaient même comptables pour certains de ceux qui étaient emprisonnés et que les traitements étaient, je laisse vraiment à désirer. Sauf que, il y a quelques mois, d'abord, un post Twitter de l'épouse de Noureddine Bongo a bien évidemment été diffusé sur son compte. Il parlait des conditions d'incarcération de son mari. Aujourd'hui, il y a plusieurs jours, les avocats de Noureddine Bongo et de Sylvia ont fait une espèce de conférence de presse sur une plateforme et revenaient encore sur les conditions de détention de leurs clients qui laissent à désirer. Est-ce que lorsqu'on veut s'inscrire dans une démarche, je demande, de restauration des institutions, de transition, c'est-à-dire qu'on veut passer d'un système A à un système B, tout en restaurant tout ce qu'il y a à assainir, tout ce qu'il y a, on fait comme les autres. Quand je dis on fait comme les autres, c'est-à-dire que je n'accuse pas, je ne dis pas que le président de la République est un tortionnaire, parce qu'on vous connaît aussi. Ou bien qu'il a fait du mal à X ou à Y. Je dis bien que chacun assume ses responsabilités. Il y a eu une série d'arrestations pendant le coup de la libération. Moi, le coup de la libération, c'est comme ça qu'on m'a dit. C'est le coup de la libération. D'accord? Jusqu'aujourd'hui, personne n'est jugé. Moi, en tant que Gabonais, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Je pense que Jérémy, récemment, tu as fait des sorties. Oui. Et moi, j'étais un peu surpris. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui étaient les amis de Noureddine, qui jusqu'aujourd'hui n'ont jamais dit mot. Franchement, toi Jérémy, moi qui te suis et qui travaille avec toi, j'ai plus ou moins ton avis. Mais je pense qu'il était important quand même, sous le contrôle ou sous le regard d'un juriste, qu'on revienne un peu sur la situation. C'est-à-dire que sur la procédure, au début on fait dans l'émotion, voilà, on donne notre truc, ok d'accord. Ensuite, que les choses sont posées, qu'on est en train d'aller vers la fin de la transition. Est-ce que
ces cas-là ne devraient pas le faire le jour. Aussi, j'oubliais le cas de le militaire, comment il s'appelle? Johan Bunda. Non, pas avant d'arriver chez Johan. Kelly. Ah, lieutenant Kelly. Lieutenant Kelly, qui, au passage, je tenais aussi à le préciser, a été arrêté pour un coup d'État. Sauf si maintenant il y a eu autre chose que l'on ne connaît pas. Oui. C'est-à-dire que on peut se dire que voilà un jeune Gabonais qui, avant 2023 ou avant le 30 août 2023, avait vu que tout n'allait pas forcément bien. Pourquoi ce jeune compatriote, par exemple, aussi ne fait pas partie de cette transition? Dans le sens où, pourquoi on ne le libère pas? C'est des réponses. En fait, c'est des questions qu'on pose pour avoir des réponses. Oui. Donc, Jérémy, pour revenir vraiment sur le cas de Noureddine et de Sylvia, comment toi tu apprécies ce qui se passe en temps de transition? Je précise bien parce que on a dit qu'on quittait de quelque chose pour aller à autre chose. Toi, comment tu... Déjà, moi, ce que je vais dire, et pour expliquer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, je ne suis pas avocate ni de Noureddine ni de Sylvia Bongo Valentin. Ouais, ils vont dire que tu es son ami. Vous avez vu jouer au ballon ensemble. Mais c'est ce que je vais expliquer aux personnes. Voilà. Déjà, moi, j'ai toujours été discret sur notre relation, qui est jeune, hein, on s'est connus à peine 2 ans. Et parce qu'on avait énormément d'amis en commun de la classe depuis le lycée, sans qu'on se côtoie. En tout cas, on s'est côtoyé très simplement. Et moi, comme je le disais, j'ai découvert quelqu'un de très simple. Je ne connaissais absolument pas ces histoires de politique. Pour moi, c'est professionnel, c'est son travail. Moi, je suis dans le cinéma. De même qu'il n'est jamais venu me dire que pourquoi tu fais pas comme ça dans le cinéma. Même je l'ai jamais dit. À ton travail, c'est comment, quoi. En tout cas, vraiment une relation, je dirais, amicale, très sincère. Et ce qui fait que aujourd'hui, je peux en parler parce que je parle d'un ami. Tu vois, si demain, je dis qu'elle que je considère comme mon ami, surtout que c'est dans des conditions qui ne respectent pas la démocratie, tu vois. Je veux dire, peu importe ce que tu as fait, je vais dire que ça ne respecte pas les principes et la justice, tout simplement. Et donc, c'est moi, dans ce cadre-là, que j'ai fait des sorties, surtout sur mes réseaux sociaux, pour dire que ces personnes, aujourd'hui, ont subi un coup d'État. Clairement. Et donc, d'emblée, le caractère est exceptionnel parce que ce n'est pas la normalité. Tout à fait. Toutefois, le fait que ce soit un événement exceptionnel ne doit pas nous ôter le fait que nous sommes et nous restons une démocratie. Et tant que nous sommes une démocratie et pendant que nous le restons, on doit respecter un certain nombre de choses qui sont liées à la loi, au fonctionnement dans une démocratie. Des procédures. Des procédures. Et ce que... moi, j'ai été un peu choqué parce que j'ai écouté la conférence de presse des avocats de mon ami et de sa maman. Et j'ai vraiment été surpris et choqué d'entendre que les avocats qui les ont vus une fois ont constaté des traces de sévices sur leur corps. Et je me suis dit, ok, ils ont été emprisonnés et ça fait 1 an et demi. Bien sûr, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup de preuves qui ont été trouvées chez eux, etc. Ce que sa femme, notamment, dénonce comme un immense mensonge parce que apparemment, elle dit que c'est une mise en scène, clairement. Et encore une fois, je n'étais pas là, donc je ne peux pas dire que c'est vrai, c'est faux. Tout à fait. Et j'estime que moi, je ne peux pas dire ça, elle ne peut pas le dire, la justice peut le dire, la loi peut le dire. Je veux dire, il y a un ensemble de procédures judiciaires transparentes qui devraient être capables de dire et d'établir lors d'un jugement, voici les faits, il passe un jugement et voici la sentence. Et je trouve que déjà toute détention hors du cadre d'un jugement, au bout d'autant de mois, c'est normalement illégal. Plus d'1 an. Tu comprends? Et moi, il n'y a aucun problème. Je veux dire, on n'était pas ensemble dans ces choses ou on n'était pas ensemble. Je pense que chacun est adulte et grand et chacun doit répondre de ses actes. Et je n'ai aucun problème avec ça. Je suis le premier, moi, à travailler dans un milieu artistique. Chacun prend des décisions, chacun prend des solutions. Moi, je peux être là, je dis qu'elle, demain, il fait des actes là-bas. Ça reste mon ami, bien sûr. Mais il doit être seul à subir les conséquences de ses actes. On est réellement amis, parce que ce que je vois depuis un moment là. Non, mais vous comprenez. Je dis, moi, il n'y a aucun problème avec le fait que chacun assume et chacun reçoive le salaire qui lui est dû. Mais j'estime qu'il n'y a que la justice
qui est capable d'administrer à chacun, après avoir écouté la personne qui est inculpée, après avoir entendu les parties contre, après avoir fait des enquêtes et jugé et établi par des faits qu'il s'est passé ça, c'est la justice qui dit voici la sentence. Et j'estime que peut-être je me trompe, hein, mais je pense que dans le code et dans la loi gabonaise, je ne pense pas qu'il y ait une place pour des sévices sur individus physiques. Et je pense que ça rentre même dans le cadre de quelque chose qu'on appelle crime contre l'humanité. C'est pour ça que j'estime que ce que les avocats même, et encore une fois, ce que les avocats de Noordine et Sylvia Bongo Ondimba, ce dont ils parlent là, sont des choses même qui peuvent être très nocifs et très mauvais pour notre pays. Oui, pour l'image du Oui, pour l'image du pays et pour ce qu'on représente en tant que démocratie. Parce qu'on peut dire que vu les comportements qui se passent, ça, ce n'est pas une démocratie. Et donc je trouve que peu importe que ce soit exceptionnel ou pas, j'estime que si on commence à bafouer certaines règles et sortir d'un certain cadre, pire, si on commence à le cautionner et dire que c'est normal que pour eux on fonctionne comme ça, et pire encore que ça, j'ai le mot en anglais, que ça s'extend, que ça s'expense, en tout cas que ça s'étende jusqu'à plusieurs autres personnes. Et le dernier en date, on en parlera, c'est peut-être le jeune militaire qui est décédé dans des circonstances qui seraient liées à des sévices aussi. Donc je trouve dangereux qu'il y ait une certaine démocratisation d'actes comme ça, alors que nous sommes dans une démocratie. Je préfère même qu'on me dise que Jérémy, nous ne sommes plus en démocratie, soyons au courant. Donc mieux même peut-être que là, il ne faut même pas qu'on s'exprime. Est-ce que c'est dangereux qu'on s'exprime? Je veux dire, est-ce que si jamais il nous arrive quelque chose, la loi va nous protéger? C'est pour ça que je parlais de sécurité même au tout début de l'interview. C'est parce que j'ai l'impression que la loi n'est plus au-dessus de tous, alors qu'elle est censée nous protéger. La loi nous protège. Et c'est le fait qu'on peut se saisir de la loi qui fait que demain Peter ne va pas dire que Jérémy, je n'aime pas sa tête, il va aller en tôle pour quelque chose, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais comme c'est Peter et qu'il a un bras dans la justice, C'est ça. vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. C'est justement ce que j'essaie de dire moi pour mon ami et sa maman, même pas que pour eux, pour nous tous. En tant que citoyens gabonais, je pense peut-être qu'on a droit à être protégé. En fait, maintenant parlons. Je souris, pourquoi? Parce que, en fait, Jérémy, il me surprend tous les jours. Tu vois, il a fait un post, et aujourd'hui, on est en train de faire un podcast où il dit son ami. Ça dit que il y a des gens qui étaient proches de Noureddine. Ça, vraiment, si vous m'écoutez, les gars, vous êtes des fiottes quand même. Excusez-moi, ça dit que si c'était votre frangin, moi, je ne sais pas comment ça se passe là-bas dans les hauts lieux, hein, quand on est frangin à quelqu'un, quoi. C'est que, quand il a fait son post, moi, j'ai des gens qui m'ont écrit parce qu'ils ne le connaissent pas personnellement pour dire que, oh, il est sur ce qu'il fait là. On va pas le kidnapper, machin. Je dis, ok. On va le kidnapper, pourquoi? C'est un citoyen gabonais qui a fait un post sur sa page Facebook où il n'insulte personne, où il rend hommage à un de ses amis. Il y a quoi, les gars? Donc, là, on est en train de parler, il fait que lui son ami. En fait, bon, ça va aller. Moi, je vais revenir quand même sur les vices de procédure. Parce que je pense que ça fait partie de l'un des problèmes, hein, en fait, de la justice gabonaise. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont là, je veux vraiment généraliser. Lorsqu'un individu est arrêté, en principe, il y a une procédure. D'accord? Et il y a une procédure en fait réglementée, je sais pas, ou réglementaire. C'est-à-dire que c'est pas écrit que selon que je sois Jérémy ou que je sois Judy Kael, ma procédure prenne 2 siècles ou 1 siècle. La procédure est la même pour tous les citoyens, pour tous les individus. Qu'est-ce qui peut expliquer que pour un individu, ou 2, ou 3, ou 4, la procédure soit différente? Et si elle est différente, moi c'est surtout à quel moment on parle de vice de procédure dans la procédure. Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais rebondir sur des éléments qui ont été dit par Jérémy. Déjà, pour revenir sur l'histoire de coup de la libération, coup d'État, pour qu'on soit d'accord selon comment moi je vois les choses. On parle de coup de la libération lorsqu'il y a une armée de libération qui vient renverser une armée d'occupation. Okay. D'accord. À ma connaissance, il n'y avait pas d'armée d'occupation qui a été renversée.
D'accord? À partir de là, on est dans un coup d'État. Et lorsqu'on parle de coup d'État, les personnes, le régime qui a été déchu, s'il n'est pas emprisonné, généralement, il passe au moins devant la justice. D'accord? Qu'on me dise, je n'entrerai pas dans les considérations de Nourdine, Sylvia, etc. Oui, merci. Mais du moins qu'on me dise en fait quelle fonction occupaient Nourdine et Sylvia pour qu'ils soient emprisonnés. D'accord? Pour qu'ils soient retenus aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir, je ne connais pas le dossier. Hein. De façon déontologique, moi, je ne suis même pas pareil, le dossier que je ne connais pas. Mais rien qu'en se limitant à la logique, en fait, le président de la République en 2023, c'était qui? Ali Bongo Ndimba. Voilà, c'est lui qui a été élu en 2016. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Tranquillement assis chez lui. Voilà, d'accord? En sécurité, à partir je de là, précise. il y a des questions qu'on devrait se poser. D'accord? Après, il y a toute une mascarade, bien évidemment, un simulacre de justice, etc., qu'on essaie de nous vendre. Et c'est justement ce qu'on dénonce ici aujourd'hui. D'accord? Après, je n'entrerai pas, comme je l'ai dit, sur le fait que Nourdine, etc., je ne sais pas pourquoi ils ont été interpellés. Mais en tout cas, s'il y a eu un coup d'État, il faudrait que le régime qui a été déchu puisse être traduit devant la justice. Alors que visiblement, c'est pas ce qui se passe. Les personnes qui ont contribué justement à ce que ce régime soit proclamé vainqueur des élections 2023 sont aujourd'hui réhabilités et participent aujourd'hui à la gestion du pays. D'accord? Ça, c'est des questions qu'on devrait se poser. D'accord? Maintenant, pour revenir sur quelque chose, ce n'est pas nécessairement illégal que les procédures durent autant. D'accord? Il y a des instructions criminelles. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on est dans une instruction criminelle qui peuvent aller jusqu'à 18 mois. D'accord? Le problème, ce n'est pas nécessairement la durée. Ça peut prendre du temps lorsqu'on a besoin de plus d'éléments, lorsque l'instruction, voilà, on a besoin de plus d'éléments. Oui. Donc ça prend du temps. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on passe du temps à réfléchir sur la durée, mais si aujourd'hui, je pense, toi, tu t'interroges sur le fait que cette durée-là soit anormale et que les Gabonais se disent les Gabonais, du moins ceux qui réfléchissent sur ces questions-là, se disent que c'est anormal, c'est parce que... Tu vas prendre cher, hein, c'est parce qu'on ne communique pas dessus. On ne nous dit pas à quel niveau de la procédure je suis d'accord. On se situe. C'est pour ça qu'on a l'impression que les choses sont longues. D'accord? Déjà, même au niveau de la procédure, ok, on met la procédure de côté, mais déjà, on ne nous dit pas exactement pourquoi ils ont été arrêtés. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi ils ont été exactement pourquoi ils ont été arrêtés. Il y a eu plusieurs chefs d'accusation. Quels sont les chefs d'accusation? Il y a eu plusieurs chefs d'accusation. Moi, je ne les maîtrise pas tous, mais en tout cas, il y avait quand même celui qui revient souvent, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Et je trouve qu'il y a quand même une grosse opacité, un manque de transparence. Je pense que c'est ça qui crée aussi l'incompréhension de beaucoup de gens. Et même si la majeure partie ne veut rien savoir, l'essentiel que vous soyez enfermés, c'est suffisant pour nous. Qu'est-ce qu'on entend par atteinte à la sûreté de l'État? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, là, on ne sait pas. Comme Léon ne dit pas... Kelly Ondor, c'est ça? Oui, c'est ça. Kelly Ondor, il a été condamné. Il a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État. Bien évidemment, un coup d'État, une tentative de coup d'État, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Ça, on sait. Mais qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à je pense qu'il y avait aussi des détournements de la sûreté de détournement de fonds, je pense, et falsification de capitaux de la signature. Bon, en fait, ce que moi, si je me souviens bien, en fait, les chefs d'accusation, on les avait donnés pour un groupe de personnes. C'est-à-dire que c'était pas individuellement, on avait dit que tel en a été, ils ont été arrêtés pour ça, en fait. Donc, comme on dit, c'est pas très clair pour ceux qui s'interrogent un peu. Parce qu'il y en a aussi qui s'en foutent. Oui, bien sûr. Oui, c'est leur droit. Oui, mais moi, je pense que pour un processus où les choses doivent évoluer, il faudrait que tout ça soit clair pour tout le monde. Donc, je parlais des vices de procédure pour pas te couper, parce qu'en fait, nous qui ne sommes pas, comme on dit, des juristes ou des hommes de droit, il faudrait que l'on sache. Et là, tu as vu, c'est très important que tu précises que la durée n'est pas un problème. Parce qu'en vérité... Jusqu'ici. Voilà, ça dure 5 ans, voilà, jusqu'ici. Parce que moi, j'ai bloqué un peu sur la durée. Parce que la preuve, la communication des avocats de la première dame, de l'ex-première dame, de l'ex-première dame et de son fils, en fait, on est à 300 et quelques jours. 500 jours. 500 jours, voilà. 500 jours. Au fur et à mesure, ils ajoutent. Donc, en fait, la communication est vraiment axée sur cette durée-là, dans la procédure qui, selon eux, je pense, ne s'explique pas, parce qu'ils sont quand même en prison, ils sont quand même emprisonnés. Oui,
oui, bien sûr. Et je rappelle que les avocats parlaient de 500 jours sans être capables de juste avoir un rendez-vous avec leur client. C'est ça aussi. En fait, c'est le manque de autant de difficultés dans la procédure normale. C'est ça, parce qu'ils ont quand même le droit de voir leurs clients. Bien sûr. En principe. Bien sûr. Bien sûr. Alors, sur la durée, une personne peut être arrêtée, détenue, en attendant que son procès soit fixé. D'accord. Donc, les 500 jours, elle peut rester en détention. Justement, ces compatriotes qui ont été interpellés, on a estimé, ou du moins la justice a estimé qu'il existe suffisamment de raisons qui justifieraient le fait qu'elle soit détenue, justement pour aller au bout de la procédure. D'accord? Donc, elle reste en détention jusqu'à ce que le procès arrive. Mais pour ce que tu dis, effectivement, elles ont droit à un avocat. Elles ont droit à voir leur avocat de façon régulière, en fait. De façon régulière. Et ce droit-là, il intervient dès le début de l'interpellation. Donc, dès la seconde où elles ont été interpellées, elles avaient le droit, du moins, de voir leur avocat. D'accord? Et c'est justement là pour venir sur les vices de procédure. Un vice de procédure, en fait, c'est comment dire, l'absence ou du moins la non-observation des procédures dont les règles sont établies par la loi, en fait. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, on t'interpelle. On interpelle Jérémy, on va dire que Jérémy, par exemple, c'est un sujet américain. Il ne parle pas français. Il est interpellé par les agents ici et placé en garde à vue. Dès le début de la garde à vue, on est censé dire à Jérémy qu'il a droit à un interprète. Au-delà de le lui dire, il faudrait mettre à disposition un interprète. Si cette mise à disposition n'est pas effective, il y a un vice de procédure. D'accord? Pareil, on interpelle Julie Kael aujourd'hui, placé en garde à vue. Son podcast la dernière fois. La dernière fois, il a le droit à un avocat immédiatement. Si cet avocat n'est pas disponible, ou si ce droit n'est pas garanti, on a un vice de procédure. D'accord? Et ce vice de procédure, dans les vrais pays, en tout cas dans les vraies démocraties, où la justice fonctionne correctement. Où la justice parce que le Gabon, fonctionne. c'est un vrai pays, on est le plus beau pays du monde. Je tenais à le préciser. Voilà. J'acquiesce. Je suis d'accord qu'on a le plus beau pays du monde, voilà. Pour laquelle je me suis sacrifié pour rentrer au pays. Très bien. Bref. On te remercie d'être venu chez toi. Voilà. Donc, ces vices de procédure-là, lorsqu'ils sont constatés, lorsqu'ils sont établis, normalement peuvent entraîner l'annulation de la procédure ou l'annulation de la mesure. D'accord? En temps normal, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Parce que, en fait, justement, moi, c'était la question qui suivait, c'est sur la conséquence sur la suite, en fait, d'une affaire. Parce que, je prends un exemple bête, si on enchaîne les vices de procédure, bon, au bout d'un moment, je pense que il faut revoir certaines choses. Bien sûr. Parce qu'il y a un tas d'affaires comme ça, là, ici, où, en fait, tu te demandes, on a arrêté quelqu'un, on ne l'a pas écouté, par exemple. C'est la raison pour laquelle je parlais en termes de la nécessité avec la transition, enfin pour moi, il aurait fallu mettre en place une justice transitionnelle. D'accord? Si on avait vraiment la volonté de restaurer les institutions, on aurait commencé par le système judiciaire et justement tabler sur ces questions-là. Des gens qui ont été interpellés sans procédure aucune. Il y a des gens qu'on arrête, qu'on met en prison. D'accord? Et alors que la mise en place d'un tel système transitionnel aurait permis de revoir tous ces dossiers-là, de se dire qu'en fait, tel dossier, les procédures n'ont pas été respectées, mettez les gens dehors. Mettez les gens dehors. Et on sait qu'en 50 ans, 58 ans du précédent régime, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé où quelqu'un se lève un matin parce qu'il est là-haut, il va mettre son voisin en prison. N'aime pas ta tête. N'aime pas ta tête, il te met en prison. C'est ça. J'aimerais juste rebondir sur le fait que j'entends beaucoup de personnes se plaindre qu'il n'y ait pas de la fameuse commission réparation justice. J'en avais parlé sur un des posts que j'avais où j'ai l'impression qu'il ne peut avoir de paix sans justice. Et qu'on peut... Il s'est passé beaucoup de choses quand même en 58 ans, sous Omar, sous Ali Bongo. Et je pense que ça sera difficile d'aller de l'avant sans faire carte sur table et vraiment
dire ce qui s'est passé. Exactement. Je veux dire, sans aller trop loin, comment dire, on en parlera en tout cas, mais j'ai été, moi, bon, peut-être que c'est moi qui suis naïf, hein, mais j'étais surpris de savoir que il y a un endroit dans mon pays qui est un endroit de non-droit où on peut pratiquer des sévices corporels sur des individus. Personnellement, je ne le savais pas. Je savais que dans certains commissariats, on pouvait employer le terme te masser un peu. Et j'ai compris que voilà, on te talochait, on te giflait un peu. Mais j'étais surpris, et on en parlera plus tard, mais j'étais surpris de savoir qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses, qui ont vécu des sévices et des tortures au Gabon et qui peuvent en témoigner, qui sont présents aujourd'hui, quoi. Je me demande, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi eux-mêmes ne donnent pas la liberté aujourd'hui alors qu'on a eu un coup de libération? Bon, pardon, je vais dire coup d'État pour ne pas te frustrer, Peter. Mais je veux dire, alors qu'on a eu un coup d'État et que les choses sont censées avoir changé, pourquoi les personnes ne se sentent pas libres de dire voici ce qui s'est passé sur moi, voici ce qu'on m'a fait, je veux témoigner aujourd'hui parce que je suis libre de le faire. Ils ne sont pas rassurés selon toi? Ils ne sont pas rassurés. Ils ont toujours peur? J'ai l'impression qu'il y a quand même un climat de peur qui est encore là. Et je pense qu'on doit se poser la question, pourquoi? C'est une très bonne question. Ah. C'est une très très bonne question. Après, lorsque tu subis des tortures, que tu t'en plains, tu attends qu'on puisse t'apporter des réponses. C'est ça. Qui commet ces tortures? Et à qui on s'en plaint? Les personnes qui commettent les tortures sont les mêmes personnes à qui on va s'en plaindre. D'accord? Tout simplement. C'est dommage parce que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans les vrais pays. Je disais dans les vrais pays, dans les vraies démocraties, etc. Parce qu'on sait que si l'exécutif fait n'importe quoi, il y a un autre pouvoir qui va venir sanctionner l'exécutif. D'accord? Et j'ai pas l'impression qu'on soit arrivé à ce système-là où, voilà, si je subis une injustice par quelqu'un d'en haut, je peux aller me plaindre quelque part et ce quelqu'un d'en haut sera sanctionné. Ah, bien sûr. D'accord? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Le plus grave en ce moment, c'est les situations d'abus et d'injustice qui concernent des corps habillés. Parce que, en vrai, là, ça a changé. On n'est plus dans un système où c'est un civil qui veut faire une sorte d'abus de pouvoir sur un autre civil. C'est-à-dire que moi, je vous prends un autre cas récent. J'ai lu sur les réseaux, et comme je suis un peu dans les médias, j'ai eu quelques infos dessus. Il y a récemment, dans un quartier de Libreville, des individus s'identifiant comme des agents de la GR, donc de la garde républicaine, qui ont plus ou moins fait un dérapage dans un quartier. C'est-à-dire que il y a un agent, semblerait-il, qui aurait eu une altercation avec un citoyen gabonais, et de là va naître en fait un échange de coups qui est calmé. Sauf que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Donc il s'est dit, attendez, j'arrive. Il va, je sais pas où, il revient avec deux autres amis ou collègues, je sais pas trop. Et là, une bagarre s'ensuit avec les jeunes du quartier. Parce que bien évidemment, les voyants violenter notre garçon, ils sont venus demander qu'est-ce qui se passe et tout, dans les fourris. Le gars, il sort son arme. Et bon, Dieu merci, ou malheureusement pour lui, il est tombé dans un quartier où les gens aussi ne se laissent pas influencer. On le lui a arraché. Et donc les gars ont dit que bon, maintenant on a ton arme, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Vous arrivez dans un quartier, vous êtes censé rassurer les gens. C'est vous d'abord qui faites preuve de violence, et ensuite c'est vous qui sortez une arme à feu. Pourquoi? C'est quoi le message en fait que vous renvoyez? Et on a comme ça depuis un moment une succession en fait de débordements de forces de l'ordre qui ne rassurent pas, en tout cas moi qui ne me rassure pas. D'accord? On a eu la période du 30 août à 2 ou 3 mois, 4 mois plus tard, ou sinon 1 an, où cette espèce de confiance-là entre les corps habillés et les civils avait été réajustée, et donc naissait de nouveau. Mais, je suis désolé, ces derniers temps, on tend à revenir vers une espèce de camp. Ouais, bien sûr. Où les Gabonais te disent clairement que non, eux, que ça c'est pour faire le désordre, machin. Ils arrêtent les gens.
il y en a qui te disent clairement que ouais, on est maintenant au pouvoir, vous allez faire quoi? Attention. J'ai déjà écouté ça. Je ne parle pas que de ceux que je ne connais pas. Waouh! On m'a déjà dit ça que oui, nous sommes maintenant au pouvoir. Qu'est-ce que tu Et vas puis faire? moi, quand je parle, vous allez faire quoi, machin et tout ça. Attention. Il y a des débordements qui existent entre eux. On a un fait où tu as des agents de la garde républicaine qui sont allés au commissariat de Nzayon. Oui. C'est pas moi qui le dis, Non, bien sûr. c'est sur les réseaux sociaux, ça existe. Oui. Donc, entre eux, ils ne se comprennent pas, ou ils ne s'entendent pas, ils ne se respectent pas. Je préfère dire ça. Ah, bien sûr. Si ça arrive entre eux, qu'est-ce qui va se passer avec nous les civils? Dans les abus de pouvoir, dans les violences policières. C'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller les autorités en disant attention, nous sommes des citoyens gabonais. Nous avons tous les mêmes droits. Je pense que le président de la République encore, il y a quelques jours, lors des vœux à la nation, a rappelé au corps habillé qu'il fallait que ça s'arrête. Parce que je suis bien d'accord et je pense que le président est président de la République et donc il sait ce qui se passe dans le pays. Oui. Il est bien conscient des débordements que ces hommes, posent comme acte à chaque fois et qu'au bout d'un moment, je pense que lui-même, ça commence à le gazer. Parce que si le président de la République arrive à en parler devant tout le monde, c'est que peut-être parfois il vous tire un peu les oreilles en inbox, mais il se rend compte qu'en fait, on vous parle tranquillement, montrer des dingues. Et ça, il faut nécessairement que ça s'arrête. Je pense aussi que la justice, c'est la base d'un fonctionnement correct dans un pays, parce que sans justice, tout le monde se permet de faire ce qu'il veut, Bien sûr. quand il veut et comme il veut. Et le plus grave, c'est si c'est les hommes qui sont censés faire appliquer la justice qui ne l'appliquent pas. On va avancer sur tout ce qui est sévices et violence. D'accord? Il y a encore un fait en date, c'est le cas d'un jeune compatriote décédé après avoir subi des violences dans un cadre judiciaire. Quand je dis cadre judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas agressé chez lui. On ne l'a pas, il ne marchait pas et puis il s'est fait tabasser. Non. Ses parents ont fait une conférence de presse, si je ne me trompe pas, il y a 2 ou 3 jours. Et appelaient encore une fois à ce que justice soit faite. Je suis désolé, mais franchement, on est en 2025. Qu'il y ait encore des gens qui se fassent copieusement tabasser, peu importe le crime qu'ils aient commis, l'acte répréhensible qu'ils aient posé, jusqu'à en mourir, devrait tous nous interpeller. Je dis bien tous autant que nous sommes. Oui. Aujourd'hui, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un. Demain, ça peut être ton fils, ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin. Évitez de vous lever ou de vous exprimer lorsque ça vous concerne directement. Vous évoluez dans un environnement, dans un pays, dans une société. Vous devez participer à ce que le pays change. C'est pas seulement dire le président, machin. Et on a la preuve, lorsque le président ne se prononce pas, rien ne change, rien ne bouge. D'accord? C'est quand même incompréhensible que dans un pays où il y a un gouvernement, où il y a des gens qui ont des postes à responsabilité pour gérer les problèmes, il faille toujours que le président de la République vienne taper du poing sur la table pour que les choses bougent. Pour le cas de la justice, on revient sur la même chose. Il y a des procédures qui peuvent prendre du temps, c'est justifié, mais pourquoi on ne communique pas là-dessus? C'est des questions que moi je pose directement aux responsables de ces institutions-là. Le ministre de la Justice, c'est lui qui doit nous donner des réponses. Le procureur de la République, il doit nous donner des réponses. Tous ceux qui sont sous l'échelle de la justice ou de la procédure doivent être à l'aise à parler de... Enfin, je sais pas, on a eu la Covid-19 ici, mais le ministre de la Santé faisait des conférences de presse tout le temps pour rassurer les gens. Parce que toi, tu es un compatriote gabonais, si tu arrives à dire que tu ne te sens pas en sécurité, c'est un problème. On ne va pas attendre que 500 000 Gabonais disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Quand je sais que là, on nous a parlé d'un nouveau recrutement de masse qui arrive, mais il faut bien qu'on recrute des gens pour qu'ils viennent
faites-nous nous sécuriser. Bien sûr, nous protéger. Pas pour qu'ils viennent nous martyriser. Ah, bien sûr. On est bien d'accord. D'accord. Et là, on a un fait. C'est l'un de leurs frères d'armes qui est décédé. D'accord. Je suis désolé, mais difficile pour moi de passer et fermer les yeux sans m'exprimer là-dessus. D'accord. Là, dans ce cas-là, j'ai vu que comme d'habitude, et c'est ça, vraiment je salue à chaque fois, le président est allé lui-même vers la famille. C'est bien, j'apprécie. Sauf que, après ça, c'est quoi la suite? La procédure est à quel niveau? Là encore, là, il n'y a pas d'arrestation. Enfin, il y a des gens, on m'a dit qu'il y a certains qui ont été entendus. Je ne sais pas s'ils sont aux arrêts ou pas. Parce qu'il semblerait que ces services-là ont été... Enfin, c'est des corps habillés comme lui qui l'auraient fait. Parce que je parle comme ça pour ne pas qu'on dise que j'ai dit. C'est des informations qui sont distillées. C'est pas nous ici là qui créons quelque chose. Voilà. Il semblerait qu'il aurait été copieusement tabassé. Alors moi, je vais même plus loin parce que la famille... Il y a une conférence de presse. Il y a une conférence de presse. On est venu sur la conférence de presse. Il y a une conférence de presse et la famille explique bien que le corps de leur enfant qu'on a présenté, il y avait des marques. C'est-à-dire, c'est même pas juste la bastonnade. Tu comprends? Je pense que nous vivons dans la communauté africaine et nous sommes coutumiers du fait que les parents bastonnent les enfants. Oui, bien sûr. C'est un fait. Je veux dire, moi je peux dire qu'au Gabon, j'ai grandi dans un contexte où les parents bastonnent. D'accord? C'est comme ça, nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas aux États-Unis. D'accord. Par contre, il y a une différence entre la bastonnade et il y a le sévice corporel. C'est-à-dire que lors de la conférence de presse, les parents parlaient de traces de fer à repasser sur le torse. Vous comprenez? Donc, c'est un autre niveau. Il y a plusieurs niveaux de violence. Il y a quelqu'un qui a pris un fer à repasser, en Bien fait, sûr. qui a branché pour mettre ça à quelqu'un. Et- Chapeau, frangin. Et ce n'est pas... Et c'est ce que je dis que... Quand je parle de sécurité, de citoyens, ce que je dis, comme tu dis, ce n'est pas que quelqu'un est venu dans sa maison faire quelque chose. Il part dans un espace censé être un espace judiciaire ou d'hommes Représentant la loi, quoi. représentant la loi, il parle pour être entendu. Donc nous tous on comprend, mais ça veut dire être entendu. C'est je vais parler et on va m'entendre. Vous comprenez? On va poser des questions, tu vas m'entendre. Écoute, on peut venir te dire, aujourd'hui on peut te dire, Bien sûr. Jérémy, tu es convoqué par exemple à un poste Bien sûr. et tu as peur de partir là-bas. Mais Parce que, alors que ce n'est pas normal. Ça montre le manque de confiance qui grandit entre le peuple et les autorités. Parce que tu te dis que, parce qu'on en vient à se demander en 2025, moi qui suis citoyen gabonais, qui ne connais que ce pays-là et en qui j'ai toute confiance et tout mon amour et pour qui je donnerais tout, le plus beau pays du monde. à me dire que, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que si quelqu'un ne me n'aime pas ma tête, ou bien dit que Jérémy a volé un bijou, même si j'ai volé un bijou, peut-être faut que c'est à moi, à ça que j'essaie d'interpeller, c'est-à-dire que la justice aussi, c'est que chacun paye selon sa faute. Vous comprenez? Si j'ai volé un bijou, je ne peux pas payer comme si j'avais volé une maison. Et c'est la justice qui établit ce que chacun doit payer en fonction de ce qu'il a fait. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les reportages télé, ce ne sont pas les sensationnels, ce ne sont pas beaucoup de choses. Et quand quelqu'un va être tellement torturé qu'il va jusqu'à mourir pour un supposé vol de bijoux, et je veux dire, je sais que ça a l'air tellement fou. Même moi, quand je parle, je me dis c'est quand même fou que je sois juste en train de dire que quelqu'un soit torturé dans une démocratie en 2025, quoi. Donc, même moi qui vous parle, je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Parce que c'est hallucinant. C'est de la folie. Pire encore pour un vol de bijoux. Et même si c'était de l'argent. Même si c'était de l'argent. En fait, même si c'était de l'argent. On ne trouve pas les justificatifs à ça. Bien sûr, en fait, il n'y a aucune raison valable pour que des personnes qui sont censées représenter l'État prennent un fer à repasser et mettent ça sous le torse de quelqu'un. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Et ça, que ça me concerne moi, que ça concerne mon ami, que ça concerne mon voisin, que ça concerne quelqu'un que je ne connais pas, qui se trouve au fin fond du Gabon, c'est inadmissible. Et j'estime que, en tout cas, moi, si j'étais à la place de ces personnes, je me mettrais à genoux.
me mettrai à genoux face contre terre et je demanderai pardon. Parce que la gravité de ce que cette famille a vécu, on ne peut même pas en parler. On ne peut même pas en parler. Là, nous, on en parle parce qu'on a la possibilité d'être invité sur ton émission, je dis Kael. Et d'ailleurs, je t'en remercie, mais c'est indescriptible, tout simplement. Et j'estime que ce n'est pas normal en 2025 de ne pas se sentir en sécurité dans le seul pays qu'on a, le pays qu'on aime et pour lequel on se bat. Moi, je suis dans le domaine du cinéma et j'ai le plaisir, j'ai l'occasion de voyager beaucoup à plusieurs reprises et tout le temps, je me suis battu pour défendre ce beau pays-là en disant que c'est le meilleur pays. En Côte d'Ivoire, je disais le Gabon, c'est le meilleur pays. Au Sénégal, je disais, mais venez au Gabon. À Montpellier, en France, je disais, mais si vous connaissiez le Gabon. Et aujourd'hui, en 2025, je ne me sens pas à l'aise de dire venez au Gabon. Et c'est problématique. Alors moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que Jérémy a dit, au-delà de ce qu'on a déjà évoqué, les dysfonctionnements du système judiciaire gabonais. Simplement dire qu'il n'y a absolument rien qui justifie la torture. Il n'y a absolument rien qui justifie les actes de barbarie. Peu importe que le sujet est volé, qu'il est tué, etc. À partir du moment où on est dans un état de droit, d'accord, la personne est censée passer devant la justice. Elle passe devant la justice suivant les procédures adéquates. D'accord ? Et voilà, ces sévices-là ne devraient pas avoir lieu dans un pays comme le Gabon, un pays qui a signé la plupart des conventions internationales protectrices des droits humains. D'accord ? Maintenant, il faudrait que la famille puisse aller au bout des procédures, elle aussi. D'accord ? Pour demander justice, pour demander réparation. Je ne sais absolument pas à quel niveau on se trouve aujourd'hui, mais simplement, ce sont des actes qu'il faudrait bannir. Ce sont des actes qui devraient être condamnés, ce sont des actes qui devraient être interdits ici au Gabon. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression en fait que, ok, on a subi quelque chose, mais les gens ont de moins en moins confiance parce qu'ils se disent, bon, on va dénoncer auprès de qui ? On va dénoncer auprès de qui ? Et surtout que là, on a vraiment l'impression que pour le coup, on peut dénoncer cet acte-là, mais il n'y a rien qui sera fait derrière. Parce que ces sévices ont été commises par qui et commandités par qui ? D'accord ? Par des personnes qui se prennent déjà au-dessus de la loi. Ouais. Qui se croient au-dessus de la loi. D'accord ? Il y a tout un tas de choses qu'on espérait être établies avec la transition qui n'ont pas été faites. Qui n'ont pas été faites. Il y a tout un tas de fonctionnements, tout un tas de pratiques, à mon sens, qui avaient cours déjà sous l'Ancien Régime, qui visiblement perdurent actuellement et qui sont commises de façon plus violente encore. Moi, j'observe, on attend la restauration des institutions. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on y soit arrivé. Est-ce que vous ne pensez pas aussi quand même que le citoyen gabonais a une part de responsabilité ? Quand je dis a une part de responsabilité, c'est-à-dire que facilement on partage une vidéo drôle, facilement on parle de sextape, mais rarement les gens prennent position ou donnent leur avis sur la justice. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un acte d'injustice, les gens sont parfois... Oh non, qu'est-ce qui se passe là-bas détournent le regard. Enfin, ça peut se justifier selon qu'ils aient peur ou que dès que ça ne me touche pas directement, c'est pas grave, quoi. Et je pense aussi qu'il y a un véritable travail à faire dans ce sens. C'est-à-dire que il faudrait que les gens comprennent qu'on ne s'intéresse pas à une situation seulement lorsque ça nous touche directement. Mais on doit se dire que, ah tiens, si aujourd'hui c'est Jérémy, demain ça peut être moi. Prenons le cas des procédures. On peut tous être arrêtés ici un jour. Je ne souhaite pas, je touche du bois, comme on dit, ou je tape du plastique. Je touche du bois. Voilà, je touche du bois et tout. Mais ça peut arriver. Bien sûr. Parce qu'on évolue dans tous ceux qui sont convoqués dans un commissariat ne sont pas nécessairement fautifs, mais parce que pour nécessiter d'enquête, on peut taper. Pour être entendu aussi. Je dis bien entendu. Pour être entendu. Maintenant, si on commence à se dire que, Mani, je dois être entendu la dernière fois, tu sais que ça le nid. Non, je n'ai pas. Ah oui. On peut arriver à ça.
Et pour éviter d'arriver à ça, je pense qu'on a tous, autant que nous sommes, une part de responsabilité. Je pense qu'on devrait avoir de plus en plus de personnes qui parlent de justice. Pas seulement venir parler des chiffres des milliards qu'on a empruntés ou je sais pas trop. Parce que ça, je trouve que c'est encore un peu trop technique pour nous. Mais ceux qui dénotent ou qui relèvent de la justice, en vérité, ça nous touche tous. Nous touche tous. Et c'est facile, moi je pense, pour moi de parler d'une arrestation arbitraire. Arbitraire ou que je juge un peu violente. Quoi. Oui, bien sûr. Si on vient devant moi, on commence à chuter quelqu'un, il est menotté, je peux parler de ça. Mais si on me demander combien de Gabon ont prêté, la dette gabonaise. La dette gabonaise, ça c'est notre débat. Ça va être compliqué pour moi d'en parler. Oui, bien sûr. Mais il faudrait aussi que les citoyens s'impliquent un peu plus. Se sont concernés par la justice gabonaise. Parce qu'on trouve toujours un bouc émissaire. Hein. On trouve toujours quelqu'un qui dit non, mais il n'a pas fait son travail. Mais, mec, tu vois la plainte. J'avais un débat une fois quelqu'un et qui me disait, il me dit il veut porter plainte. Je dis porte plainte? Oh, mais comment on fait? Enfin, tu peux prendre Google, hein, c'est quand même. C'est-à-dire que vous rédigez une plainte. Oui. Ce que tu vois un peu. Mais on ne s'intéresse pas à ça tant que ça ne touche pas. Bien sûr. Mais à la lueur où vont les choses, frangin, tu peux vite te retrouver menotté. On ne sait jamais, il faut être au courant de ses droits. Tu vois un peu. Donc, moi vraiment, on va à la fin du podcast, mais comme d'habitude, hein, je reviens sur ce que vous pensez qui peut être utile, qui peut être comme des propositions hein, qui vraiment visent à améliorer que ce soit les conditions carcérales, la façon dont sont traités les dossiers. Je dis bien les dossiers parce que je ne suis pas l'avocat de quelqu'un ici. Je parle pour... Tu n'es pas l'ami de quelqu'un. Ouais, je suis pas... Oui, non, on t'est pas... Non, c'est la moquerie, ça c'est la moquerie. Ça c'est la moquerie. Ouais, heureusement ou malheureusement, oui, je suis pas l'ami de quelqu'un, mais c'est des compatriotes, bien sûr. Qu'on le veuille ou pas, hein, c'est des compatriotes. Voilà. Ali Bongo, c'est un compatriote, les gars. Ouais. Malheureusement ou heureusement. Donc, pour être un peu plus sérieux, vraiment revenir sur vous en termes de propositions. C'est vrai que c'est pas vous qui changez les lois, malheureusement. Mais je pense que vos avis peuvent, sinon doivent compter, si on prend en compte la vie des Gabonais dans ce pays. Et je pense qu'on prend en compte la vie des Gabonais dans ce pays. Donc, Peter. Alors, moi, je n'ai pas nécessairement de propositions à faire, mais j'aimerais rebondir, comme souvent, sur des éléments. Tout à l'heure, tu parlais du fait de l'implication des Gabonais, le fait que les Gabonais doivent se sentir touchés lorsque son frère, son compatriote est touché par une certaine situation. On parlait des violences, etc. Moi, je pense personnellement que le problème du Gabonais, c'est qu'il n'a pas ou il ne développe pas suffisamment le sentiment d'être Gabonais. Ok. On parle par exemple de patriotisme. C'est quoi le patriotisme? Aujourd'hui, les militaires nous ont vendu le patriotisme comme étant le fait d'être tous les vendredis à lever le drapeau. Ce n'est pas ça le patriotisme. Justement, le Manfoubi qui est porte-parole, je ne sais pas trop quoi, le colonel ou le général, je ne sais pas c'est quoi son grade, était passé à la télévision lors d'une émission en disant que oui, depuis que les militaires sont là, le patriotisme a évolué. La preuve, il y a la levée des drapeaux qui est faite tel jour. Mais la levée des drapeaux, ce n'est pas un symbole de patriotisme. Le patriotisme, c'est un sentiment. D'accord? Le patriotisme, c'est un sentiment. Sans vouloir me jeter les fleurs, moi, je suis rentré par patriotisme. Tu vois, j'aurais pu me dire, je reste en France, j'ai mon travail, je suis plutôt bien payé. J'ai mes enfants, j'ai ma voiture, j'ai la maison, etc. J'aurais pu rester là-bas. D'accord? Le patriotisme, c'est ce sentiment de se dire que j'appartiens à une patrie. Et que parce que j'appartiens à cette patrie-là, je dois me battre pour cette patrie-là. Et parce que j'appartiens à cette patrie, je dois me battre pour mes semblables. Et que je dois nécessairement être concerné par la souffrance de mon compatriote. C'est ça. Et ce sentiment-là, les Gabonais ne l'ont pas, ou ne l'ont pas suffisamment. C'est la raison pour laquelle on ne partage pas lorsque notre frère est mal. Parce qu'on se dit, bah, ça ne nous regarde pas. Il y a un sentiment d'individualisme, en fait. C'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui va vendre son parti politique pour 50 millions. Parce que, voilà, il ne pense pas déjà aux membres de son parti, il pense à lui.
C'est ces individualités-là, en fait, je pense que on devrait parvenir à les tuer. On devrait parvenir à les tuer. Aussi, pour rebondir sur ce dont tu parlais, du comité justice et réconciliation. Vérité, justice et réconciliation. Oui. Après le coup d'État, en tout cas, le coup d'État nous a été vendu comme comment dire, une période pendant laquelle la transition nous a été vendue comme une période pendant laquelle les Gabonais étaient censés se réconcilier, où les Gabonais étaient censés se parler. On nous a vendu le dialogue national inclusif. Est-ce qu'au sortir du dialogue national inclusif, on a l'impression que les Gabonais se sont réconciliés? Question ouverte. Question ouverte pour ceux qui nous regardent. Question très ouverte. Vous allez répondre en commentaire. J'ai pas ce sentiment. J'ai pas ce sentiment parce que déjà, ce dialogue, je l'avais dit à l'époque, a été fait sur des bases totalement insincères. D'accord? On ne choisit pas, dans un tel contexte, on ne choisit pas les gens avec qui on dialogue. On ne choisit pas, on ne nomme pas, on ne désigne pas les gens avec qui on dialogue. Qu'est-ce qui sortirait de là? Qu'est-ce qui sortirait de là? Ce qui est sorti. Ce qui est sorti, finalement, on est sorti avec des propositions, finalement avec un projet de constitution. Ce projet de constitution, on vient nous dire que ce projet de constitution émane du peuple gabonais. Mais si ça émane du peuple gabonais, pourquoi avoir dépensé 27 milliards pour tenter de convaincre ceux qui auraient soi-disant écrit le projet de constitution? Non, parce que pour les commodités, ils sont partis discuter, il fallait qu'ils mangent, machin, il fallait des pérendièmes et tout ça. Je pense, après peut-être que je me trompe. Moi je parle des 27 milliards du référendum. Je parle de 27 milliards de référendum. Oui, mais il y a eu des déplacements, il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays, ils ont fait oui, mais pourquoi tu vas convaincre quelqu'un qui a écrit quelque chose? Non, d'accord. Je veux dire, si on suit ta logique, en fait, on n'a pas besoin de convaincre quelqu'un, ni même de faire comme campagne. On a besoin de faire campagne. Et de penser autant, 27 milliards. Non, mais c'est logique. C'est très, très, très logique ce que tu dis. Parce que finalement, on s'est retrouvé dans quelque chose, où le Gabon n'a pas été au cœur. Et moi, ce que je crains que dans les années à venir, le Gabonais se sente vraiment rejeté dans son pays. On se sent vraiment mis à l'écart. Mais est-ce que c'est pas... Attends. Je suis d'accord avec ton point de vue. Mais il y a des Gabonais, c'est quand même des Gabonais aussi qui ont organisé tout ça, qui sont allés faire oui, non, tout ça. Une minorité. Oui, mais bon. Une minorité. Et jusqu'ici, c'est toujours une minorité qui profite le gros du gibier, comme quelqu'un a dit en meeting. Ils ont chassé le gibier, ils l'ont tué, et finalement ils se le partagent. D'accord? Voilà, c'était ça, moi, ce que je voulais rajouter. Ok, Peter. Et dire, en conclusion, de mon intervention. Ok, Jérémy. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que je ne suis pas grand-chose à part un citoyen gabonais. Et j'aime mon pays. Oh, si, tu es quand même... tu fais comme ta part pour le pays. Hein. Non, mis à part tout ça, je veux dire, je suis une personne lambda comme beaucoup de Gabonais. Et nous sommes des citoyens. Et je pense que sans être des personnes influentes, sans être des grands quelqu'un, la justice doit être la même pour tout le monde. Juste même pour nous protéger. Pour que demain, je ne sois pas, je dirais un traitement différent parce que quelqu'un ne m'aime pas. Vous comprenez? Je suis d'accord. Et encore une fois, je pense que nous sommes en 2025 et j'aspire à un pays où on va pouvoir discuter, échanger les uns avec les autres en ayant des avis différents, tout en se respectant. Vous allez voir, aujourd'hui on a parlé, on peut être d'accord ou pas, mais on s'est respecté. Et honnêtement, vu mon éducation et le nombre de personnes, le Gabon c'est un village, on parle comme ça là bien sûr, c'est que beaucoup de gens qu'on connaît sont en autorité dans ce pays. C'est-à-dire beaucoup de gens sont nommés ou sont des endroits, donc on ne peut jamais être dans la violence ou l'invective gratuite. Tout ce qu'on dit et nos prises de parole, c'est parce qu'on veut apporter à l'édifice du pays et qu'on veut le meilleur pour notre pays. C'est pour ça que je trouve dommage que beaucoup soient dans la crainte de parler et de donner leur avis, parce que c'est un manque à gagner pour le pays. Et c'est pour ça que je voulais juste pour finir bien rappeler que tout ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est pour le bien-être du pays. C'est pas contre des individus. Et même si on parle, c'est contre des pratiques plutôt que contre des individus. Et toutefois, chacun doit quand même prendre ses responsabilités, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas responsable. Donc, chacun doit assumer son rôle et prendre ses responsabilités. Par contre, c'est de notre devoir en tant que citoyen de participer au débat public et national de notre pays.
Et je voulais dire aussi que moi, personnellement, j'ai longtemps été, je dirais, auto-censuré à cause de mon éducation, à cause des parents, à cause des oncles, à cause de la famille qui disent « Non, ne parlez pas de votre pays ». Mais j'estime que c'est une responsabilité. Et moi, je veux appeler mes compatriotes, les gens de ma génération, à arrêter de dire que la justice, de dire que la politique, l'économie, c'est pour ceux qui connaissent. Mais je pense que c'est important que chacun puisse donner son avis et participer au débat public. Je vais vous donner juste un exemple. La majeure partie, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et la majeure partie de ce que les gens de mon âge, la trentaine, milieu trentaine, disent les week-ends, c'est voilà, là je suis encore bourré, je suis au bar. Je veux dire, c'est ça les statuts des gens aujourd'hui à mon époque. Je n'ai rien contre le fait de passer un bon temps au bar et je salue bien tous mes amis qui passent leur temps. C'est très bien. Mais je dis juste que on arrive dans une période où chaque génération a sa part à donner à ce pays. Et j'estime que c'est de l'irresponsabilité de ne pas se présenter, de ne pas en parler, une irresponsabilité de ne pas participer au débat, peu importe la vie qu'on a. Et c'est une irresponsabilité aussi de ne pas prendre notre responsabilité en tant que citoyen gabonais, parce que c'est pas un Sénégalais qui va le faire, c'est pas un Camerounais qui va venir le faire. Et en tout cas, c'est vraiment notre responsabilité. Justement, il y a une phrase que je dis souvent pour conclure, et que j'ai écrit lorsque tu as posté ta dernière photo il y a quelques jours. Si nous ne prenons pas conscience de la tâche qui est la nôtre, quelqu'un d'autre le fera, mais contre nous. C'est pas faux. Je redis pour que les gens comprennent et réfléchissent dessus. Si nous ne prenons pas conscience de la tâche qui est la nôtre, quelqu'un d'autre le fera, mais contre nous. D'accord ? Nous sommes une jeunesse. Nous avons le devoir d'agir, justement. Nous avons le devoir d'agir. Si nous ne le faisons pas, les incompétents feront à notre place et nous subirons. Ok, je redescends un peu. Ce que moi je retiens aussi, c'est que il faut plus d'échanges de ce type, parce que encore une fois, j'ai beaucoup appris. Je pense que c'est en échangeant qu'on apprend beaucoup, parce que selon qu'on soit journaliste, cinéaste, avocat, chacun a son univers. Chacun maîtrise certains codes que l'autre ne maîtrise pas. Et pour finir, je vais en tant que citoyen m'adresser à tous ceux qui dirigent, tous ceux qui ont le pouvoir de décision en République gabonaise, en disant: on est tous avec vous. En vrai, on est tous avec vous, parce que on a espoir d'un véritable changement. Je reste convaincu qu'on est en marche vers le changement. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et il ne faut pas tout gâcher. Ne gaspillez pas tout. Parce que une ou deux personnes auraient peut-être volontairement voulu tout gaspiller, quoi. C'est-à-dire que la justice, c'est un élément fondamental de la vie des humains. La justice garantit le vivre ensemble. La justice garantit la confiance. La justice garantit le fait qu'un Gabonais qui vit avec 5 000 francs et celui qui vit avec 1 milliard soient au même niveau et soient traités de la même manière. Ne gâchez pas tout. On file vers la fin de la transition. Ayons une très belle transition. Au ministre de la Justice, la tâche n'a jamais été facile pour personne. Dans tous les domaines. J'imagine, ministre, ça doit être compliqué. Mais faites en sorte qu'on s'appuie sur les textes qui existent. Tout simplement. Et qu'on les mette en pratique. Au président de la République, quand on commence quelque chose, il faut terminer. Il faut bien terminer, Monsieur le Président. Lorsqu'on est accompagné de personnes qui ne veulent pas faire correctement le travail, on les écarte.
Tout simplement. Lorsque, pour le cas de la justice, des gens ou des individus se permettent d'ôter la vie à un compatriote, il faut sévir. De la même manière où des gens ont été arrêtés parce que, semblerait-il, ils auraient posé des actes répréhensibles, ces mêmes personnes-là qui tuent, tabassent, violentent des compatriotes, appliquer la loi. C'était mon petit message sympa pour le président de la République, que oui, j'apprécie aussi quand même. Merci. C'était Quartier Table avec Jérémy et Peter. On est ensemble.